À quoi va ressembler demain? À quoi va ressembler le monde post-Covid-19? Beaucoup promettent que rien ne sera plus jamais comme avant, que le capitalisme mondialisé vivement critiqué est voué à disparaître. Pour la philosophe belge Chantal Mouffe, rien n'est moins sûr. Bonsoir Chantal Mouffe, merci d'être avec nous en direct de Londres. Vous êtes une théoricienne influente du populisme de gauche, vous enseignez la théorie politique à l'université de Westminster. Vous êtes notamment l'autrice du livre Pour un populisme de gauche, Albin Michel, et puis aussi, parmi vos ouvrages de référence, bien évidemment, Hégémonie et stratégie socialiste, qui a été rédigé avec Ernesto Laclao. Alors, une pierre fondamentale de ce qu'on appelle le post-marxisme. On va commencer par des choses beaucoup plus simples que tous ces concepts. Tout le monde veut voir dans cette crise du coronavirus la réaffirmation de sa propre conception du monde, en fait, Chantal Mouffe. Oui, en fait, c'est intéressant de voir les commentaires parce que bon, alors il y a des gens comme Slavoj Žižek qui disent voilà, on appelle au communisme. Il y en a d'autres qui disent ah mais c'est le rôle de l'État qui est vraiment important. Et puis il y en a d'autres qui disent non, finalement rien de fondamental ne va changer, on va retourner au business usual. En fait, il y a ceux qui disent il y a trop d'États, il y a ceux qui disent il n'y en a pas assez, il y a ceux qui disent il faut une gouvernance mondiale, il y a ceux qui disent il faut un retour de l'État-nation très très fort. Le capitalisme mondialisé, je le disais, a été très critiqué. En quoi, au fond, la propagation de ce coronavirus nouveau a-t-elle révélé au grand jour les failles de cette idéologie et de ce système économique ? Non, je crois que définitivement, le coronavirus accrédite le jugement de la gauche, enfin la critique du néolibéralisme, parce qu'il est évident que bon, c'est une crise sanitaire, bien sûr. Elle n'est pas causée par le néolibéralisme, mais la façon dont elle s'est répandue. C'est évidemment lié à la globalisation néolibérale et le fait que, bon, là on a remarqué pratiquement dans tous les pays européens en tout cas, que les pays n'étaient pas préparés au point de vue sanitaire pour confronter une telle crise, parce que à cause des politiques d'austérité du néolibéralisme, bon, tout ce qui avait à voir avec les services publics et particulièrement l'hôpital ont été complètement laissés de côté. On leur a plus donné de financement. Donc, les pays n'étaient pas prêts à confronter cette crise. Et ça, c'est évidemment une conséquence des politiques néolibérales. Et vous évoquez aussi la responsabilité de l'homme sur la nature, dans la propagation de ce coronavirus. Alors, il y a un paradoxe quand même, parce que vous l'avez dit, cette crise, elle accrédite les thèses du camp progressiste, et pourtant vous dites qu'on est loin de voir venir un boulevard pour la gauche. Bien au contraire, vous dites que ce sont les populismes de droite qui vont en profiter. Pourquoi ? Non, je ne dis pas non, je ne suis pas aussi catégorique. Je dis que on ne devrait pas s'imaginer que, en conséquence du fait que, si vous voulez, les thèses de gauche ont été prouvées correctes, automatiquement, ça va changer au point de politique. Parce que vous savez, moi, j'insiste beaucoup sur le rôle des affects en politique. Et je crois qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour que les politiques suivent. Il faut aussi que ces idées justes rencontrent des affects. C'est d'ailleurs une chose que disait toujours Spinoza, les idées n'ont de force que lorsqu'elles rencontrent des affects. Donc c'est pour ça que je crois que ça ne va pas être automatique. Mais ça ne va pas être automatique non plus que ce soit les partis populistes de droite qui vont en profiter. Ce que je dis, c'est que ça ouvre une possibilité qui peut-être, si vous voulez, c'est peut-être les populistes de droite qui en profiteront, ou, au contraire, il y a malgré tout, je crois, la possibilité pour le populisme de gauche. Mais tout ça va dépendre de la façon dont ils vont être capables de, si vous voulez, répondre aux affects qui sont mis en jeu par cette crise. Parce que je crois que, clairement, ce que ça prouve, et on le voit déjà, c'est un désir de protection de la part des populations. Donc, elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'être protégées. Alors, ce que je dis, c'est qu'en général, les partis populistes de droite sont mieux préparés à offrir des politiques qui soient justement des politiques de protection. Alors, bon, offrir, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils offrent des politiques correctes, mais en tout cas, à donner l'impression, si vous que c'est eux qui sont le plus capables
de défendre la population, parce qu'il y a des thèses, bon, on va fermer les frontières, tout ça, si vous voulez. Mais donc, il y a ça. Chantal Mouffe, juste pardonnez-moi, qu'on comprenne en quelques mots hein, seulement, quand vous dites affect, comment vous le définiriez-vous, ce mot? Ah, bon, ça, c'est assez compliqué. Bon, il y a... les gens parlent peut-être, mais enfin bon, là, je ne peux pas entrer dans une discussion là-dessus. Parlons d'émotion, si vous voulez. Bon, au moins, on comprend bien. Chantal Mouffe, tout de même, quand je disais paradoxe, c'est qu'on le voit très bien. Prenons l'État français, mais ce n'est pas le seul, va injecter des milliards dans les grands groupes. Ma question, quand je parlais de paradoxe, c'était est-ce que le néolibéralisme ne va pas essayer d'utiliser la puissance publique pour repartir de plus belle, pour reconstruire l'économie, mais aussi pour restaurer le pouvoir du capital ? Ah, mais bien entendu, c'est aussi une chose que j'ai d'ailleurs déclarée dans l'interview que j'ai fait à Libération. Donc, si vous voulez, en fait, je crois qu'il y a trois possibilités à cette sortie après le post Covid-19, donc l'après Covid-19. Ou bien on a, et ça va évidemment être quelque chose, on le voit déjà, le néolibéralisme va essayer de profiter de la crise pour, si vous voulez, rétablir son hégémonie, parce que justement, on est pour le moment, ça c'est une thèse centrale dans mon travail sur le populisme de gauche, on est dans une crise de l'hégémonie néolibérale et le néolibéralisme, évidemment, va essayer de voir comment il peut profiter de cette crise. Alors là, je crois, j'en parlais d'ailleurs dans l'interview de Libération, qu'ils vont profiter justement ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire de dire, bon, maintenant, on va utiliser tout l'appareil, donc, si vous voulez, digital. Donc, ça va permettre, si vous voulez, de donner l'impression que le néolibéralisme évolue, se transforme et parvient justement à profiter des demandes de la population, demandes de protection pour dire non, mais on va utiliser des formes, disons, digitales. Les experts, hein. Les experts, oui. Bon, Chantal Mouffe, j'aimerais qu'on s'intéresse à présent, puisque vous avez parlé de populisme de gauche, au populisme latino-américain, notamment au péronisme en Argentine, que vous connaissez très bien. On va voir si les pays d'Europe, la France, la Belgique, peuvent s'en inspirer au point de porter au pouvoir des dirigeants de ce courant. Mais avant de vous entendre, c'est peut-être pas forcément évident. Qu'est-ce que le péronisme? Anne-Sophie Pierry nous le rappelle. C'était il y a 6 mois. La foule crie victoire. Alberto Fernandez vient tout juste d'être élu. Le nouveau président est de centre-gauche. Après 4 ans de règne libéral, c'est le grand retour des péronistes au pouvoir. Mais le péronisme, qu'est-ce que c'est? À l'étranger, c'est surtout un visage, Evita, la femme du général Perón. Un couple devenu mythique avec la naissance du mouvement au milieu des années 40, mouvement à qui ils donnent leur nom. La force du péronisme, c'est que c'est vraiment un mouvement caméléon. D'une certaine manière, le péronisme n'est ni de droite ni de gauche, il est national et populaire. Et donc il incarne à la fois des tendances très conservatrices, très droitières, et d'autre part des tendances plus de gauche, voire socialisantes. Le péronisme, une grande synthèse politique? Il s'est en tout cas inscrit dans l'imaginaire argentin. Et depuis, il a évolué tout en restant flexible. Au fil du temps, le péronisme a pu s'adapter à tous les moments politiques de l'Argentine, d'où sa longévité, avec des caractéristiques quand même de long terme. C'est la force de certaines figures charismatiques, la revendication de l'Argentine, de la patrie, et toujours cette volonté de revendiquer le peuple, parfois le peuple contre les élites, le peuple contre l'oligarchie. Péronisme populaire, péronisme autoritaire, péronisme néolibéral sous le président Menem dans les années 90. Quel est l'héritage du péronisme aujourd'hui? C'est cette idée de l'incarnation du peuple et de la nation contre une partie des élites et en même temps la conciliation de classes. Il faut se regrouper au sein d'un grand tout qui serait le peuple. Rassembler le peuple contre un ennemi commun. Un pari que font aussi d'autres pays d'Amérique latine. Mais pas seulement. En France, comme en Espagne, la France insoumise ou Podemos s'en inspirent encore.
Chantal Mouffe avec nous à Londres, philosophe belge. Chantal Mouffe, le péronisme est-il encore aujourd'hui, selon vous, un modèle pour les pays d'Europe notamment ? Mais écoutez, là, je crois il faudrait avoir le temps d'expliquer. Non, ce n'est pas un modèle, certainement pas, parce que, de toute façon, le péronisme d'aujourd'hui, le péronisme de Kirchner, c'est déjà plus du tout le péronisme de Péron. Donc le péronisme, si vous voulez, ou le populisme, pourrait-on dire plutôt, c'est une forme, mais qui s'adapte toujours dans des contextes différents, à des époques différentes. Et en fait, populisme, ça veut dire, c'est une façon de construire la frontière politique entre le nous et le eux. Alors, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, il y a d'autres façons de construire une frontière politique. C'est par exemple le marxisme. Mais le marxisme construit une frontière politique entre le capital et le travail, entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. La façon populiste de construire la frontière politique, c'est entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Alors on peut dire le peuple et l'establishment ou l'oligarchie. Et ça c'est une caractéristique que l'on trouve clairement chez Péron, donc en Argentine, mais qu'on retrouve aussi dans le péronisme de Kirchner ou en général dans les mouvements nationaux populaires en Amérique latine. Donc il s'agit de dire un nous et un eux. Mais le nous et le eux va être construit de manière très différente selon les époques et aussi selon les pays. Donc, évidemment, ce n'est pas ce qu'on va faire en Europe, si vous voulez, importer. Il ne s'agit pas d'importer le modèle péroniste. Mais de toute façon, ce qu'il y a de commun entre les différentes formes de populisme, c'est l'importance de créer une frontière politique. Donc, c'est-à-dire, il y a des antagonismes dans la société et on va faire, si vous voulez, l'union de toute une série de secteurs qui vont être très différents. Dans le cadre de l'union, par exemple, des péronistes de Péron, c'est différent le type de peuple que... Chantal Mouffe, j'aimerais juste vous entendre sur la transition écologique. Difficile de ne pas en toucher un mot dans ce monde post-Covid. Par exemple, tout à l'heure, le Premier ministre français a dit oui à la croissance écologique, non à la décroissance verte. Quelle est votre vision de ce sujet, la transition écologique ? Écoutez, là, c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait avoir vraiment le temps de discuter, parce que je crois que pour moi, une véritable transition écologique n'est possible qu'à condition de mettre en question le néolibéralisme et le capitalisme financier. Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui au climat, alors je ne dis pas que c'est originaire dans le néolibéralisme, mais ça a été énormément, si vous voulez, exacerbé, augmenté par le capitalisme financier. Alors parler de transition écologique, si on ne met pas en question le système même qui est à l'origine de l'accélération de cette crise écologique, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi je crois qu'il est dangereux de voir un certain type d'écologie, qui est un type d'écologie qui serait, par exemple, pas anti-néolibérale. Pour moi, une écologie doit être anti-néolibérale et anti-capitalisme financier. Et pour finir, parce que la question m'échappait, quelle différence entre populisme de gauche et populisme de droite ? Mais la différence, c'est fondamentalement la façon dont on va construire le peuple. Non, parce qu'il y a une frontière politique entre ceux d'en bas et d'en haut. Mais le peuple, évidemment, c'est une catégorie politique. Ce n'est pas la population. Et ça peut être construit de manière différente. Il est évident, par exemple, que la façon dont Marine Le Pen construit un peuple n'est pas la même que celle de Jean-Luc Mélenchon. Pour Marine Le Pen, les immigrés ne font pas partie du peuple. Le peuple, ce sont les bons Français. Justement, vous avez cité Jean-Luc Mélenchon. Chantal Mouffe, vous l'avez conseillé à la dernière présidentielle. Ça sera encore le cas à la prochaine présidentielle ? Écoutez, là, il y a eu beaucoup de choses complètement fausses qui ont été dites sur mon rôle dans la France insoumise. Je n'ai pas conseillé Jean-Luc Mélenchon. Simplement, ce qui se fait, c'est que nous avons trouvé, lorsqu'on s'est rencontrés à Buenos Aires, justement, en 2012, qu'on avait toute une série d'analyses de points en commun. Donc, si vous voulez, c'est plutôt des affinités, mais pas du tout. C'est pas moi qui ai fait comprendre à Jean-Luc Mélenchon qu'il fallait être populiste. Jean-Luc Mélenchon avait publié son livre « L'heure du peuple » avant notre rencontre. Donc, si vous voulez, c'est plutôt des rencontres et des affinités. Et c'est vrai que, bon, aujourd'hui, je considère qu'en France, la France insoumise, c'est, à mon avis, pour la gauche, la meilleure chance de faire une politique qui soit vraiment de gauche. Merci beaucoup, Chantal Mouffe, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous.